Bienvenue dans l'épisode 4 de The Tailored Wellness. Dans cet épisode, je vais vous parler de la notion du luxe, quelle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle était pour moi, et qu'est-ce qu'elle était avant quand j'ai découvert ce milieu. Ma première expérience dans le luxe, c'était chez Dior. J'étais en 2014. Non, j'ai dit bêtises, 2012, pardon. 13, bref. En BTS, design d'espace. Oui, il faut savoir qu'avant d'être dans la mode, j'ai fait un BTS en design d'espace. J'expliquerai plus tard. Donc j'ai eu la chance d'être chez Dior pendant 5 mois au Visual Merchandising Department. C'était ma première expérience dans le luxe où j'ai découvert le milieu, découvert les paillettes, oui, bonjour, c'est Steve de Maison Dior. Est-ce que je pourrais parler à... Ouais, vraiment le kiff, quoi. On a adoré. Et c'était, en gros, j'étais en charge de travailler pour les vitrines, d'aider les équipes pour le développement des concepts vitrines en lien avec la direction artistique des défilés. Et du coup, aussi un peu tout ce qui est pop-up événementiel autour de comment mettre le produit en espace pour raconter le storytelling de la maison. Autant vous dire que première fois que vous arrivez chez Dior, vous êtes paillettes dans les yeux, que l'équipe était superbe, que vous avez... même les gens, mes potes à l'époque me disaient « Oh, t'es en stage chez Dior, waouh !» Ouais, j'étais en stage chez Dior. C'est toute une image et un univers qui se dégage où, pour moi, je découvre des produits de luxe, qualitatifs, avec le craft, le savoir-faire. C'est d'ailleurs là où je suis tombé amoureux du savoir-faire de tailleur. Je sais pas si vous savez, mais Dior adore faire ce genre de vidéos où vous voyez les artisans qui travaillent à la main, le tailleur, qui font le traçage à la craie, qui montent à la main les cols et les bâtis, bref, tout ce que j'adore. C'est donc là que je tombe amoureux de ça. Et c'est la partie visible, on va dire, du luxe aujourd'hui, et que ça peut être Dior ou autre maison. Pour moi, c'était ce que je pensais, voilà, c'est l'image qu'on me vendait du luxe, mais j'ai très vite déchanté. J'ai lu un très beau livre d'Anna Thomas qui s'appelle Comment les marques ont tué le luxe. Et là, vous comprenez l'histoire et l'historique des maisons, des groupes de luxe et comment de maisons de savoir-faire sont devenues des maisons marketées. Et c'est un peu la descente dans ce qui se passe aujourd'hui où on ne sait plus trop qui, que et quoi. Pour moi, la définition du luxe première, c'est la notion d'expérience, de savoir-faire et un côté exclusif, rareté, précieux. Concrètement, si vous prenez une des plus grandes marques, dont je ne citerai pas le nom, qui vend des produits dans le monde entier, à la même échelle qu'une chaîne de fast fashion, on n'est pas sur du luxe, on est sur de la fast fashion très élevée. Hein, on ne dira pas non, mais vous avez compris l'idée globale de la situation. Je pense qu'en maisons de luxe aujourd'hui, elles sont premièrement pas forcément mondiales, à part peut-être une. Et encore, la question se pose. Et on retrouve de plus en plus de maisons qui se créent petit à petit, où on va retrouver, pour moi, c'est une notion importante, qui sont du coup la rareté, le craft, etc. Dans mon travail, le craft, il est très présent. Je vous invite à découvrir Instagram, TikTok, alors surtout TikTok, on fait les comptes tout le temps. Et le site internet, bien sûr. Et vous allez voir, du coup, la main. Merveilleux outil qu'on a, avec nos 10 doigts. J'ai dire 5 par main. Mais c'est important de savoir faire, parce que la machine ne remplacera jamais la main. Aussi bien qu'on peut remplacer une machine qui va vous faire les poches passepoilées, une machine qui va vous picoter les revers d'une veste ou autre, la main aura toujours le toucher et la sensation qui est très important. Il n'y a rien de plus agréable quand vous avez une matière très noble dans les mains et que vous touchez, vous portez, vous vous dites « Waouh !» C'est un sentiment aussi très fort, le luxe d'ailleurs, j'y pense. C'est prendre une pièce et que déjà visuellement, vous avez un confort visuel, une attraction, mais vous avez aussi le toucher. Par exemple, une laine qui gratte et que vous payez, je sais pas, 3 000 €. Pour moi, c'est pas du luxe, c'est un cauchemar sur Terre, c'est un enfer. L'idée, c'est beaucoup plus de prendre quelque chose qui va vous envelopper, vous rendre dans une attitude élancée, dans quelque chose de intérieur, d'apaisé, de fort. C'est ça le luxe pour moi. Et comment je le traite aujourd'hui, on passe par le savoir-faire que j'enseigne, que je déploie, que ce soit en école ou avec mes équipes. Et on prend le temps de vraiment faire et refaire et défaire et refaire et s'entraîner pour pouvoir avoir un grade de qualité qui est à la main, mais qui est aussi le meilleur. Et ça, pour moi, il vient aussi du bespoke tailoring, qui est un peu l'école traditionnelle du tailleur, surtout à Londres. Vous avez une rue à Londres qui s'appelle Savile Row, qui est en fait la rue historique de tous les tailleurs. Et vous avez les plus belles étoffes, les mains incroyables, toutes les techniques
traditionnels qui sont aussi remis au goût du jour. Et vous avez, moi ce que j'adore dans les tailleurs, c'est vraiment le rope shoulder, donc c'est quand vous avez la tête de manche qui remonte bien, qui est vraiment nette, et ça c'est juste satisfaisant à voir. Donc tout ça, ça fait partie de la notion de luxe. C'est aussi un geste invisible, une trace. Et là, je pense aussi au parfum, par exemple. Il y a rien de plus sexy, pour être honnête, que quelqu'un qui part d'une pièce et qui laisse son parfum derrière lui. Ça, moi, waouh, ça me fascine. J'adore le parfum, je collectionne les parfums un petit peu. Je collectionne, un grand mot, hein. J'adore ça et j'en achète beaucoup dans l'année. C'est ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on va ressentir. Et je pense que ça, c'est le plus fort dans le luxe. Et il y a cette valeur aussi du temps, parce que vous aimez quelque chose ou pas, c'est un peu subjectif, mais vous ne pouvez pas dénier le craft et le temps qui est mis sur une pièce. On ne peut être que objectif là-dessus, parce que c'est un temps qui est là, c'est tangible, et on a, je pense à certaines pièces qu'on a travaillées la dernière saison, c'est 3-4 semaines de travail pour juste une pièce. Petite échelle de maison, c'est énorme, parce qu'on n'est pas 42 dans les ateliers, on est 4 et qu'il faut qu'on soit très organisé. Donc ça, c'est du luxe. C'est pouvoir prendre le temps et que ce temps soit invisible, mais qu'on ait quand même ce sentiment de durée sur les vêtements. Et tout à l'heure, je parlais d'expérience, parce que il y a cette idée aujourd'hui que, enfin, si je prends le terrain actuellement du luxe, hein, LVMH, moins 9%, Kering, moins 25%, Hermès plus 9% et Richemont, parce que voilà, Cartier 9% aussi, je crois, il me semble. C'est un terrain qui est très compliqué, parce que je pense que les maisons sont épuisées, que les chaises musicales avec les 2 autres DA, c'est... Au final, on prend lui, mais qui va là, etc. Il n'y a pas de nouveaux rentrants, et c'est les mêmes qui restent sur le même jeu, et que on change du coup On est dans une spirale, mais ça monte pas ou descend, hein. Je crois que si ça peut descendre, mais ça tourne. Un peu la roue du hamster, plutôt même d'ailleurs. Du coup, à un moment donné, la DA que vous aviez chez telle maison va se retrouver un peu là-bas, et puis là, ici, on perd cette envie. Moi, le premier, hein, honnêtement, deuxième stage chez Dior que j'ai fait du coup en 2014, les paillettes, elles sont tombées. Il s'est passé quelque chose qui a été très bizarre, que j'ai pu voir sur les produits, etc., dont je peux pas parler. Mais j'ai compris que il y a un devant de la scène, et il y a les backstage de la scène, et que les backstage ne sont pas forcément très beaux. Là, si je prends un exemple qui a eu pas longtemps, c'est les maisons de luxe qui ont des sweatshops. Donc un sweatshop, c'est en gros, vous avez la supply chain d'une maison, qui a du coup leurs fournisseurs principaux, qui est, on va l'appeler A. Et en fait, A, quand il y a trop de travail, ils vont déléguer ça à des petits ateliers. Et en fait, du coup, vous avez des sacs de maisons de luxe qui sont faits dans les petits ateliers pour 80, 100 euros. Refait du coup par la gros atelier qui est revendu à Dior. Et en fait, vous vous retrouvez avec des problèmes d'éthique et d'exploitation d'êtres humains, et rien ne va. Et oui, je pense que c'est à eux de contrôler toute la chaîne globale, de s'assurer que faut que ça soit contrôlé, tout simplement, et dans les règles du code du travail. Donc oui, le luxe, il y a un devant de la scène et un backstage, et les backstage sont pas forcément parfois très bien ni très sains. Et ce que je peux voir aussi, par exemple, quand j'étais chez Dior à l'époque, il y avait Bernard Arnault qui disait je souhaite que Dior soit le nouveau Vuitton. Ok. Et donc ça, pour moi, j'entends je veux que Dior soit partout, tous les côtés, tout partout. Bah ouais, mais du coup, si ton Dior il est partout dans toutes les villes du grand monde, en fait, est-ce que c'est encore du luxe? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'acheter? Quand vous allez en boutique et que vous voyez du logo partout, oh mon Dieu, quelle horreur. Avis personnel, hein. Il y a souvent ce truc-là dans la pyramide aussi, c'est un peu ce truc de nouveaux riches, old money, new money, où en fait les nouveaux riches, on vous montre du logo, on montre qu'on a de l'argent, et que les vrais gens qui sont wealthy, comme on dit en anglais, veulent pas de logo, ils veulent juste être, voilà. Plus c'est du l'Europeana, ou plus c'est pas de logo. Mais voilà, toute cette notion de luxe, elle est très complexe. Le vrai sujet aujourd'hui, je pense que le luxe de demain, c'est revenir un peu ce qu'il y avait en avant, c'est-à-dire le côté être humain, la relation one-to-one avec le client, proposer une expérience où en fait on n'est pas sur je viens d'une maison et en fait j'ai pas accès au créateur, mais pas au sens de juste le designer, mais juste tous les créatifs de la maison. Et c'est revenir à ce côté plus personnalisé. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent parce que on est une petite équipe, ils nous rencontrent, on dîne ensemble. Quand je pars en voyage à l'étranger, qui sont dans la même ville, viens, on va dîner ensemble. On crée vraiment cette communauté, cette relation.
qui est vraiment amical, qui est vraiment sincère, qui est pas juste business. Et on échange des idées sur le monde, la vie, l'entreprise, le business. C'est hyper intéressant, enrichissant. Et on a ce côté du coup aussi, in-house experience, qui est vous prenez rendez-vous en ligne ou par mail, par le site internet, pardon, ou par mail. Et ensuite, on vous répond, rendez-vous tel jour, telle heure, tel machin. On vous accueille, on vous offre le café, le thé, on s'assoit avec vous, on vous demande pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que c'est du sur-mesure, est-ce que c'est du prêt-à-porter. On vous propose de pouvoir changer les tissus, d'ajuster les choses à votre taille. Et on rentre dans ce process on vous accompagne dans vos choix et dans les différentes possibilités de création et qui a la seule limite, les contraintes qui sont données par le client. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui pour moi le plus important, parce que j'entends justement ces mêmes personnes qui vont dans les maisons et qui se plaignent parce que ils sont vus comme un numéro et pas comme une personne. Et je trouve que c'est un peu dénigrer le client. Et le côté, être reçu, ça devient un peu plus banal aujourd'hui. Donc il y a des manières aujourd'hui de travailler sa clientèle pour pouvoir créer ces relations et expériences qui sont ensuite, par le bouche à oreille, multipliées et vous construisez votre communauté. Là aussi où, personnellement, on a un petit plus dans ce travail, c'est qu'on a l'outil 3D. J'en parlerai dans un autre épisode un peu plus tard, une autre fois. Mais on propose du coup aux clients de créer, quand on fait du sur-mesure ou de la création entièrement personnalisée, ou de la couture, on crée un avatar avec leurs mesures à eux. Ce qui est génial parce que du coup ils peuvent se projeter un peu plus, même si aujourd'hui les visages ne leur ressemblent pas encore et encore ça arrive avec l'IA qui est en train de complètement révolutionner ce domaine. Ils ont ce côté de pouvoir se projeter sur un vêtement en 3D, soit qui peut être visualisé sur téléphone, ordinateur ou je ne sais quel outil, ou en réalité augmentée. En fait, on leur envoie un objet 3D, ils peuvent du coup le projeter avec leur téléphone et voir et circuler autour et se rendre compte à échelle un peu réelle qu'est-ce que donnerait la pièce sur eux avec leur échelle à eux. Donc ça, c'est des choses qui sont pour moi nouvelles. Plus récemment, j'ai accompagné quelqu'un pour développer des uniformes qui est en train de construire une maison incroyable que je respecte beaucoup. Je ne dévoilerai pas le nom pour l'instant. Mais pareil, c'est vraiment cette vision du luxe très personnalisé, très bulle, très niche, où on favorise la non-présence plus que la présence sur les réseaux sociaux. Je trouve ça très beau parce que c'est par le bouche à oreille et par le réseau que tout se fait. Et c'est un côté un peu jardin secret à cultiver et une expérience encore du coup plus surprenante parce qu'on n'a pas ce côté je l'ai vu sur Instagram, je veux ma photo Instagram, je cours là-bas et je prends mes photos pareil et du coup je fais la même chose que tout le monde fait. On est plus sur pas de photos, on ne dit rien et on a quelque chose de très très surprenant parce que on découvre un lieu sublime. Et ce qui me fait aussi penser du coup à tout ce que les maisons ont fait les dernières années, c'est étendre leurs produits à du lifestyle. C'est-à-dire, vous avez la maison, vous avez le café, vous avez le coin de vacances, vous avez la laisse pour le chien, le cartable pour votre gosse, les céréales pour le petit déjeuner, et j'en passe par tous les trucs inimaginables. Ce qui est très bien dans un sens pour démocratiser en fait le luxe et le produit et faire connaître la marque. Mais parfois ça va trop loin, je trouve que ça tombe un peu dans le ridicule, où en fait c'est juste pour du buzz, quelque chose qui fait le buzz, ça monte, ça redescend et on oublie. Ma vision du luxe, c'est plus quelque chose qui se construit étage par étage, plus lentement parfois, mais qui est très solide. Encore une fois, c'est comme je vous le disais sur le temps du craft. Le temps du craft, il est, qu'on aime ou n'aime pas le rendu visuel, le temps de la qualité est indéniable. Donc l'expérience aussi pour le client doit être pareil. Le temps est précieux et on doit du coup pouvoir construire des expériences qui permettent l'attachement émotionnel du client à la marque, tout en étant innovant. Et surtout, tout ce que les maisons développaient sur le café et tout ce qu'il y avait autour, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à, un peu au pied du mur, où on se rend compte que tout le monde le fait, tout le monde l'a fait un peu à sa sauce. Et c'est comment on arrive à créer de nouvelles choses avec ce système de lifestyle. Avec mon équipe, on a rigolé il y a quelques semaines parce qu'on s'est dit comment on peut transformer Sion Passaro en plus qu'une market de produits. Et on est parti en rigolant sur les 5 meilleurs endroits à Paris pour pleurer.
oui, c'est un peu drôle, c'est un peu cringe, mais c'est le but. Parce que je parle toujours d'émotions avec ma team et que, en fait, ils savent que je suis très sensible et que parfois, oui, la larme à l'œil, elle monte facilement, quoi. Mais bon, on assume totalement. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu, vous imaginez vous prenez le train, vous êtes un peu déprimé, ou le cœur brisé, il y a la vitre, hein, la tête contre la vitre, et voilà, un peu, ou dans le taxi, quand il pleut avec les lumières qui défilent de la ville, voilà. Vous avez l'image, je pense que c'est bon. Donc non, je ne vais pas prévoir des Uber pour mes clients pour pleurer dans le taxi, ou dans le taxi, ou je ne sais quoi, c'est pas le but encore. Mais vous avez l'idée, voilà, c'est comment créer de la communauté par des expériences qui sortent du commun, aligné avec la maison, pour le coup, la mienne, Steven Passaro, et comment on va réussir à proposer des choses innovantes, créatives, où je me challenge aussi, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai pas trop envie de parler, mais que ce podcast est aussi fait pour ça, c'est pour que j'en parle. Quand je parlerai de spiritualité ou de choses style de vie, ou un peu des choses un peu clichés, comme faire du yoga, faire du journaling, écrire un peu ses idées, prendre du temps pour soi, comment on prend du temps pour soi, comment on met des limites dans sa vie personnelle, privée, comment on entretient son cerveau pour tenir une maison de mode en 2025, quand vous vous tapez crise sur crise, comment ne pas faire pour être en crise. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, ça fait beaucoup. Donc voilà, le luxe, un joli mot pour dire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir quelle est votre définition à vous. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui est proposé dans le luxe aujourd'hui? Et quelle serait la vision de demain du luxe sur tout ça? Et je vous dis à bientôt sur le prochain épisode.